Madame, Monsieur, Metro News Magazine s'invite chez vous cette semaine encore. Voici les titres qui seront développés à cette édition. Le gouvernement a lancé un plan de prévention pour la saison cyclonique qui a débuté cette semaine. 10 millions de gourdes sont disponibles pour les fonds d'urgence. Dossier élection, 3 candidats à la présidence contestés ont été retenus par le bureau du contentieux électoral qui a rendu public son verdict très tard ce mercredi. Les candidats concernés entendent exercer leur droit de recours. L'avenir du processus électoral est un sujet de préoccupation pour divers secteurs. L'OPL n'est pas rassuré en ce qui a trait au financement des élections. Le chef du gouvernement, de son côté, a révélé que si la communauté internationale ne finançait pas, comme promis, le processus, le gouvernement haïtien assumerait sa responsabilité. Et puis, il faut dire que Haïti bénéficie d'un moratoire de 45 jours pour identifier les Haïtiens vivant en République dominicaine. Dans l'actualité culturelle, la 21e édition de Livre en folie s'est tenue cette semaine au parc historique de la Canne à Sucre. Un succès, selon les organisateurs. Et l'on commence par la saison cyclonique qui a débuté ce 1er juin. Le gouvernement a lancé de concert avec la protection civile et ses différents partenaires au local du Centre d'opération d'urgence nationale, le COUN, un plan de prévention. Le Premier ministre Evans Paul a annoncé que 10 millions de gourdes sont débloquées pour financer le plan de contingence nationale. Un système de communication moderne, le recyclage et la formation de 2065 brigadiers volontaires de la protection civile sont parmi les mesures que le gouvernement entend prendre au cours de la saison cyclonique. La directrice du PNUD, Sophie Decamp, qui était présente aussi lors de ce lancement, a fait savoir que 165 000 familles bénéficieraient du support de la communauté internationale. Le gouvernement paré, protection civile a continué paré, toute communauté, chaque famille, chaque citoyen, fille ou garçon, nous tous devons préparer nous, comme nous comme le proverbe l'a dit, malais pas gain klaxon. Dans toute disposition ça yo, gagner renforcement capacité d'intervention 350 comités communaux et locaux dans chaque commune et dans pile et communauté locale, gagner des comités de protection civile. Et bien tout comité ça yo renforcé yo, ba yo j'arrête. Gagner tout plan de contingence national là et il y a 10 plans de contingence dans 10 départements géographiques pays, c'est-à-dire que dans chaque département il y a un système d'urgence qui est capable de permettre si on problème de manière capable dire autonome, déconcentré, département a une capacité pour faire face à la situation présentée pour eux. Il y a un recyclage, formation pour 2065 brigadiers volontaires protection civile. Moun qui porté volontaire pour venir aider, eh bien, il y a des formations, il y a recyclé pour faire face aux besoins pour venir aider le gouvernement, aider le pays, aider les peuples haïtiens à traverser ces mauvais moments. Il y a tout exercice de simulation. Ça veut dire, les ou faire face à une situation, il faut préparer pour qu'on ait si tel bagage présenté, comment on a réagi. Année ça, un système radio-communication moderne qui pourra le chita dans 4 départements géographiques pays, dans l'ouest, dans le nord, dans Atibonite, dans Grand'Anse, et tout pour le connecter avec un réseau central. Gagner tout renflouement fonds d'urgence dans 10 départements géographiques pays. Et bon, fonds d'urgence, c'est l'État haïtien qui dispose d'un fonds et le ministère des Finances déjà débloqué 1 million de gouttes par département pour que si on problème, nous bien dit 6 au cas, et nous toujours dans des proverbes là, il faut ranger cabanou avant de dormir dans géo. Et gagner toute disposition pour mobiliser l'autre ressource, il y a un problème qui arrive, obligé qu'on ait qui porte pour le frapper, mais le gouvernement prévoit tout ça. Laurent Salvador Lamotte, Antoine Joseph et Anthony Bennett sont les 3 candidats à la présidence écartés par le BCED.
le bureau du contentieux départemental, qui a mis plusieurs jours avant de faire connaître leur verdict. Patrick Crispin, qui est le conseiller de l'ancien Premier ministre, a cependant fait savoir sur les ondes de Radio Métropole que M. Lamotte exercerait son droit de recours. Les deux autres candidats à la présidence, le docteur Antoine Joseph, ancien président de la Chambre des députés, a lui aussi dénoncé la décision du BCED. Selon lui, la contestation de défaut de décharge est infondée. Pour Anthony Bennett, contesté et écarté par le tribunal électoral pour double nationalité, lui aussi fera appel. L'ancien Premier ministre Laurent Lamotte a exercé son droit de recours devant le tribunal électoral national concernant la décision du BCED qui a recommandé au CEP le rejet de sa candidature pour absence de décharge. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, accompagné de ses avocats, Laurent Lamotte a dénoncé les contradictions relevées dans les différents verdicts rendus par le bureau du contentieux électoral départemental de l'Ouest. Le candidat à la présidence, sous la bannière de la plateforme politique paysan, souhaite que le droit l'emporte sur la politique. Luckner Garot a couvert cette conférence de presse. Alors Luckner, quels étaient, d'abord, bonjour. Bonjour Daphné, bonjour à tous et à toutes. Quels étaient les temps forts de cette conférence de presse? Qu'est-ce qui a marqué les esprits? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, ce qu'il faut retenir, Daphné, c'est que depuis les résultats, le verdict du BCED, Laurent Lamotte, ses avocats, ses proches ont initié une démarche à travers les médias. Et aujourd'hui, ils sont allés en recours au niveau du BCEN pour contester le verdict du BCED. Alors, le BCED qui a recommandé au CEP d'écarter de la liste électorale le nom de Laurent Lamotte. Pourquoi? Parce que Laurent Lamotte n'a pas de décharge. Alors, il a été contesté pour défaut de décharge. Maintenant, selon Laurent Lamotte et ses avocats, le verdict du BCED est une injustice et un abus. Pourquoi? Parce que Laurent Lamotte n'est pas le seul candidat à ne pas avoir de décharge. Il a un jugement. Justement, il a un jugement, mais aussi il y a d'autres anciens ministres, même de son gouvernement, qui n'ont pas obtenu de décharge, qui ont été contestés pour les mêmes motifs que lui, qui ont été maintenus par le BCED, mais lui, il a été écarté. Et encore, on cite Océphare Gautier, qui était ministre même sous le gouvernement de Laurent Lamotte, et Thierry Mayerpol, qui était ministre, et on parle aussi de Julie Brutus, qui a démissionné récemment. Oui. Donc, qui n'ont pas de décharge, qui ont été contestés par la même personne. Et eux, ils ont eu un avis favorable de la part du BCED, mais Laurent Lamotte a été écarté. Maintenant, selon les avocats de Laurent Lamotte, c'est une injustice. Parce que Laurent Lamotte avait une décision de justice. Thierry Mayerpol avait une décision de justice. Par contre, Océphare Gautier n'avait pas de décision de justice. Mais ce qu'il faut souligner, Anne Daphné, c'est que le tribunal électoral était composé de avait trois compositions. Donc, le cas de Laurent Lamotte a été entendu dans une composition et celui de Océphare Gautier ou encore de Thierry Mayerpol dans une autre composition. La composition qui a entendu le cas de Océphare Gautier a conclu qu'il n'y a pas de Parlement. Le Parlement étant dysfonctionnel, ces anciens ministres et premiers ministres ne peuvent pas obtenir décharge. Par rapport à cela, il y a un article du décret électoral qui ne peut pas être appliqué dans le cas de ces candidats. La composition du tribunal qui a entendu le cas de Océphare Gautier a demandé au CEP de maintenir la candidature de Océphare Gautier parce qu'il y a cette impossibilité de trouver des charges, mais aussi parce qu'il y a une décision de justice donnée en faveur de Laurent Lamotte et de Thierry Mayerpol. Le tribunal avait recommandé au CEP de tenir compte de cette décision dans le cas de Mme Océphare Gautier. Par contre, ce que les avocats de Laurent Lamotte ont dénoncé, la composition qui a entendu le cas de Laurent Lamotte n'a pas tenu compte de cette décision de justice qui a été utile à Océphare Gautier et pas à lui, qui a été aussi utile à Maître Thierry Mayerpol. Donc, selon Laurent Lamotte, c'est une injustice et il parle même de complot. Complot d'un secteur qui a peur de sa candidature,
un secteur, selon lui, qui a peur qu'il puisse devenir président, car, selon ce qu'il a dit, il a toujours lutté contre le kidnapping et l'insécurité. Donc, ceux qui doivent avoir peur de sa candidature, ce sont ceux-là qui ne veulent pas voir éradiquer ou encore la lutte contre l'insécurité et le kidnapping porter fruit en Haïti. C'est ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit. Donc, il n'a voulu accuser personne. Personne, oui, bien sûr. Okay. Par contre, l'entourage de Laurent Lamotte, quand on entend parler Michel Pierre-Bounache, par exemple, on sent que, selon son entourage, le Palais national a une part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer là aujourd'hui. Parce que pendant longtemps, l'équipe de Laurent Lamotte ont sollicité des charges de la part du gouvernement, par décret. Ils ont parlé de précédents. Et d'autres présidents l'ont déjà fait, donc le pouvoir en place pouvait aussi prendre un décret pour accorder des charges aux anciens comptables de deniers publics. Ils ne l'ont pas fait. Donc selon l'entourage, je peux citer Michel Pierre-Bounache, le palais a sa responsabilité dans ce qui est en train de se passer là avec le candidat Laurent Lamotte. Mais Laurent Lamotte, de son côté, ne veut accuser personne. Personne, bien sûr. Mais il estime qu'il est victime d'un complot venu d'un secteur qui a peur qu'il puisse devenir président pour continuer avec ses actions. Lutte contre la faim, lutte contre l'insécurité et le kidnapping. Laurent Lamotte, tout de rouge vêtu, depuis quelques temps. Comme oui. vous aujourd'hui. Bon, bizarrement, depuis quelques temps, oui. Il est en rouge et il a exhorté le CEP, alors le BCEN, qui est le bureau du potentiel électoral national, et par devant lequel il a été, il a exercé son droit de recours, oui. Bien sûr, et il pense que le BCEN va trancher différemment du BCED cette fois, parce que il pense, alors selon Laurent Lamotte et ses avocats, il y avait eu une erreur dans le jugement, oui, parce que une composition a décidé de tenir compte de la décision de justice, et puis une autre composition a décidé d'écarter le nom de Laurent Lamotte, alors que celui-ci a une décision de justice et pas Océphore Raymond Gauthier, qui a bénéficié de la décision de justice de Laurent Lamotte. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut retenir. Et Laurent Lamotte qui pense que le CEP doit accorder à la population haïtienne la chance de choisir son président. 70 candidats. S'il n'y a pas d'autres raisons majeures pour écarter un candidat, autant laisser la chance à la population de choisir parmi ces 70 candidats, selon la déclaration de Laurent Lamotte, qui croit qu'il peut devenir président parce que durant ces 31 mois à la tête du gouvernement, il a été un rassembleur, il n'a persécuté personne. Selon lui. Selon lui, bien sûr. Et il a essayé de faire d'Haïti un pays émergent d'ici à 2030. Donc il pense que pour toutes ces raisons, pour bien d'autres, il peut devenir président du pays. Bon, ben, merci beaucoup, Luckner. Et juste avant de partir, il y avait des bandes de rara aussi? Et il y avait des supporters dans la salle, des banderoles. Il y avait, oui, une petite bande de rara devant l'hôtel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Laurent Lamotte, il y avait encore toute son équipe, mis à part ses avocats, il y a l'ancienne équipe de la primature. C'est à croire que Laurent Lamotte est parti avec son équipe. Parce que là, quand on voit Laurent Lamotte, on voit l'ancienne équipe de la primature avec lui. Comme on dit en créole, l'équipe solide. L'équipe solide. Il fait colonne avec le Premier ministre, ancien Premier ministre, donc toujours avec lui. Et c'est un Laurent Lamotte confiant. Confiant et, comme il l'a dit, il ne veut pas de pitié. Il n'est pas là pour pour qu'on s'apitoie sur son sort. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit, comme il l'a dit, d'un citoyen qui veut continuer à aider. Ce sont là ses propres mots. Merci, Luckner. Un plaisir, Anne-Daphné. Le conseiller d'État américain pour Haïti, Thomas C. Adams, la semaine passée, avait suggéré à l'État haïtien la modification du calendrier électoral qui préconise 3 tours d'élection pour faute de moyens économiques. Cependant, le Premier ministre Evans Paul a affirmé en début de semaine que l'argent ne saurait constituer un blocage à la réalisation des compétitions. 38 millions de dollars américains sont déjà disponibles sur les 66 millions nécessaires pour la tenue des joutes, mais le Premier ministre, qui se veut rassurant, a fait savoir que l'État haïtien ferait son possible pour trouver la somme manquante si la communauté internationale ne finançait pas, comme promis, le processus.
Rappelons que plusieurs secteurs sont inquiets. Ils estiment insuffisants les moyens financiers du pays pour organiser les élections. La catastrophe n'est pas à nos portes. C'est en ces termes que le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Lénaire Renaud, s'est exprimé à la primature. Le gouvernement haïtien dispose d'un moratoire de 45 jours pour continuer avec le programme de régularisation et d'identification des Haïtiens vivant en République voisine. Conscient de son incapacité à fournir en 45 jours les documents à tous nos compatriotes, le ministre Renaud a rencontré donc son homologue dominicain Andrés Navarro pour discuter des modalités de rapatriement, notamment suivant les conventions de protection des personnes vulnérables. Un protocole d'accord sera signé entre les deux pays. Jusque-là, nous voulons rassurer tout le monde qu'au 17 juin, la catastrophe n'est pas annoncée. Dans la mesure que nous devons attendre le protocole ça, qui pour signer. La République dominicaine a formellement promis que cette notion de déportation en masse pas exister. Au 17 juin, nous avons 45 jours pour nous continuer à identifier des Haïtiens en situation régulière par le biais de ce que nous appelons le PIDI. Le PIDI, qui est le plan d'identification des Haïtiens. Là, nous finissons d'identifier, nous remettons aux autorités dominicaines qui pourraient l'inscrire dans le cadre de les PNRE, qui c'est le plan national de régulation des étrangers en Dominicanie. Une délégation française conduite par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, le député Patrick Devedjian, a visité cette semaine le pays pour évaluer l'évolution du programme de production de cacao financé par son département. Cette collectivité, qui appuie la Fédération des coopératives cacaoyères, FECANO, depuis 6 ans, a injecté 3 millions d'euros à raison de 500 000 euros par an afin de revaloriser le cacao haïtien. La variété produite par Haïti est l'une des plus recherchées pour son arôme à travers le monde. Des progrès considérables ont été constatés en ce qui concerne l'exportation, qui est passée de 0 à 125 tonnes d'exportation de cacao par an. Premièrement, le cacao d'Haïti est un cacao de très grande qualité et qui est très apprécié par les chocolatiers, mais en même temps, les producteurs de cacao d'Haïti ne vendent pas leurs produits au mieux de sa valeur et vivent souvent dans des conditions très difficiles. Et donc nous avons pensé qu'en les aidant à valoriser leurs produits et en leur permettant de le vendre plus cher et d'en vendre davantage, c'était le meilleur moyen d'améliorer leur situation. Donc voilà pourquoi nous avons pensé que la filière du cacao était un moyen important de développement d'Haïti. C'était un atout qu'a Haïti et en même temps c'est un atout qui n'est pas encore suffisamment exploité. Pour rester dans le chapitre économique, cette semaine, le dollar a franchi le seuil critique de 50 gourdes pour un dollar américain, ce qui suscite beaucoup d'inquiétude dans le monde des affaires, surtout quand on sait qu'Haïti importe tout ce qu'elle consomme. Et c'est dans ce contexte-là que nous recevons l'économiste et le PDG du groupe Croissance. Il s'agit de Kestner Farrell pour un éclairage. Bonjour Kestner. Bonjour Anne-Daphné, merci pour l'invitation. C'est une invitation qui était vraiment attendue. Attendue en effet. Alors Kestner, on va aller vraiment dans le vif du sujet, mais qu'est-ce qui explique cette flambée du dollar? D'abord, c'est structurel. La gourde. D'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé pendant le sommet, on parlait d'exportation, comment financer les exportations. Donc il y a deux variables, il y a la croissance démographique et il y a la croissance économique. La démographie va à un rythme beaucoup plus rapide que l'économique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une demande continue, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les véhicules, que ce soit pour la construction. Chaque fois qu'il y a une personne additionnelle, donc il y a une demande. On ne bouge plus. Et on ne produit pas. Donc, ça crée un déséquilibre. C'est l'aspect structurel de la question. C'est la raison pour laquelle on parle de plus en plus comment augmenter les exportations pour équilibrer les importations. Les chiffres sont là. On exporte pour moins de 1 milliard de dollars américains en biens. Biens et services, ce serait autour de 1,4. Mais on importe pour 4 milliards de dollars américains et plus. Peut-être trop jeune pour t'en rappeler de la chanson de Coupé Cloué. Yo fait, yo voyez bano, faut faire pour nous voir tout.
Oui. Donc, si nous ne pas fait pour nous voir, voilà le déséquilibre. C'est C'est l'aspect structurel, bien sûr. Ok. C'est la première partie de la question. Oh là là, mais alors, où est-ce qu'on va avec tout ça? Bon, il faudra qu'il y ait une stabilité politique pour améliorer l'environnement des affaires. On ne parle même pas de production, on parle de productivité. Comment produire beaucoup plus pendant qu'on prend moins de temps? Comment on sera compétitif, parce que la compétition mondiale exige qu'il y ait cette compétitivité pour qu'on puisse passer des produits pas à hauteur de 1 milliard, mais plutôt de 3-4 milliards de dollars sur les marchés internationaux. Là, c'est sur le long terme, maintenant. C'est la raison pour laquelle je parlais de structurel. Vous avez bien dit, ça prendra un peu de temps. Un peu de temps. Donc, en ce sens, prenons et très simplement, c'est comme un match de football. Il y a deux équipes, l'offre et la demande. Qu'est-ce qui nous envoie des dollars? C'est les exportations, c'est les investissements directs étrangers, c'est les Haïtiens de la diaspora, c'est tout ce qu'il y a comme mouvement d'entrée. Parallèlement, il y a des importations qu'on a parlé. Oui. On investit également à l'extérieur. Il y a un Haïtien qui a de l'argent qui peut investir à l'extérieur. Et nous envoyons des enfants à l'extérieur pour les études. Donc le problème universitaire, ça pose problème. Donc c'est quoi la balance des paiements? C'est lorsqu'on prend ce solde, à savoir tout ce qu'on sort et tout ce qu'on entre. Donc on a un déficit de la balance des paiements, à savoir des dollars qui entrent par rapport aux dollars qui sortent. On va aller vraiment dans le côté terre à terre, si je peux dire. C'est que là, qu'est-ce qui va se passer? Les prix, par exemple, vont augmenter au supermarché. Tout ce qu'on importe, lorsque vous allez importer maintenant, c'est à travers un supermarché. Donc il va déjà anticiper qu'il y aura une appréciation. Donc il place déjà son produit à un prix beaucoup plus élevé. Comme on dit en général, le nouveau prix, ce sera l'ancien prix plus la variation du taux de change. Donc si je vais acheter à 50 au lieu de 45, je ne vais pas payer les 50 comme vendeur, je vous passe ça comme client. Oh là. Eh bien, et jusqu'où ça peut aller? Jusqu'où ça peut monter? Maintenant, on n'a pas encore ajouté la variable conjoncturelle, à savoir les élections. Les élections, c'est quoi? À chaque fois qu'on pose la question, est-ce qu'il va y avoir des élections? En économie, on appelle ça des anticipations. Il y a une école, anticipation rationnelle. Parce que l'économique n'est pas une science exacte. Il y a la psychologie. On ne sait pas exactement quelle est votre réaction et quelle sera ma réaction pour une même action. Par rapport vous voyez, je vous donne 100 $ américains, on me donne 100 $ américains. Vous pouvez épargner vos 100 $, moi je dépense mes 100 $. Donc c'est poste que je pourrais déterminer. Donc ce n'est pas une science exacte. Donc il y a un aspect comportement. Donc dès que les comportements sont mis dans la balance, dans le modèle, les comportements politiques, on les connaît. Si on regarde les élections pendant les 20-30 dernières années, comment ça se passe? Comment on fait la campagne? Comment on gagne? Qui décide? Est-ce que c'est comme ça se fait aux États-Unis? On dépose des bulletins, on calcule, on a gagné, on se donne la main, on continue. Dans le cas d'Haïti, ce n'est pas le cas. C'est différent. Et vous voyez toute cette histoire de décharge, est-ce qu'il va y avoir des désordres? Chaque fois qu'une ambassade envoie une note pour dire à ses ressortissants, attention à tel moment de la durée, voilà les anticipations pessimistes. Donc, si j'ai des dollars, je conserve mes dollars et ça pose problème au niveau de l'économie. Donc, en fait, les gens conservent leurs dollars. Leur comportement, bien sûr. Les comportements politiques, les comportements sociaux ont un impact sur les comportements économiques. Qu'est-ce qui va se passer là? Parce que les vacances d'été arrivent. Normalement, la diaspora, le fait qu'ils viennent en Haïti, ça suscite un afflux de devises. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est une période intéressante, à savoir l'été. Il y a également le mois de décembre, oui, puis il y a le carnaval, moins, quelque peu. Mais c'est une période pic qu'on dit en général. Donc, les élections sont sincèrement mal placées. Avant des élections en août, 9 août, il y a les fêtes champêtres. Certains Haïtiens peuvent se dire, est-ce qu'on va entrer? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ne pas faire quelque chose d'autre? Je vais entrer en décembre. En décembre, il y a encore la fin des élections. C'est ça. Donc, on aurait dû prendre ça en considération. Ils ont hypothéqué le tourisme, en fait, en faisant les élections. Tout au moins, c'est le tourisme de la diaspora haïtienne. Oui, de la diaspora. Et depuis l'année dernière, vous vous rappelez ce qui se passait également, parce qu'il y avait des manifestations de rue. Donc, tout ceci, Haïti n'arrive pas à gérer la politique. Donc, finalement, on ne décolle pas. Soit difficile, soit difficile. Donc, lorsque le dollar s'apprécie comme ça par rapport à la goutte, ça va créer de fortes pressions sur le marché, comme tu as si bien lu. Il va y avoir un ajustement de prix, le pouvoir d'achat va diminuer et il est difficile d'avoir une relance économique. Si on veut parler de production nationale? Un peu difficile pour parler de production. Aujourd'hui, vous savez que le monde a déjà fait plusieurs révolutions. La révolution agricole, la révolution industrielle. Donc la production n'est plus un problème. C'est la productivité. Comment produire beaucoup plus en moins de temps. Constant aussi. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc ce n'est pas un problème de production. Maintenant, il faut qu'il y ait un environnement d'affaires. Il faut qu'il y ait des réformes structurelles. Le problème de l'UDH, qui consomme plus de 200 millions de dollars américains par année de subventions pour donner à une minorité de la population et de manière très inefficace. Oui. Donc lorsqu'on met de l'argent
à l'EDH, ça vous fait plus de 8 milliards de gouttes qu'on aurait pu mettre dans l'éducation, dans la santé. Donc si on ne résout pas ces problèmes structurels, il sera extrêmement difficile de pouvoir rétablir l'équilibre sur le plan macroéconomique. Par quoi on doit commencer? D'abord la politique. Il faut qu'il y ait des élections. Vous perdez, vous acceptez. Il faut qu'il y ait une plus grande confiance entre les Haïtiens. Parce qu'en économie, on appelle ça maintenant le capital social. Ce n'est pas seulement l'argent. Je peux vous donner de l'argent. La France aurait pu donner les 27 milliards de dollars. Ça ne veut pas dire que vous allez... Être riche du jour au lendemain ou résoudre les problèmes. Comment mettre de l'ordre dans la maison? La maison politique, c'est cela. la maison économique, particulièrement la maison fiscale. La pression fiscale est trop faible. Comment éduquer également, parce que l'éducation on a besoin pour le 21e siècle. On n'est pas encore prêt. Comment gérer nos villes? On parle de présidentiel, mais le véritable problème, c'est d'abord les municipalités. L'environnement. Je préfère avoir 70 bons maires que d'avoir un bon président. Si j'ai un bon président et 140 maires qui ne peuvent pas fonctionner, je te garantis qu'on ne va pas avoir les résultats. La politique vient d'abord. Donc il faut mettre de l'aide dans la maison politique. Ensuite, adopter des mesures qui seront difficiles sur le plan économique. Qu'est-ce qui va se passer pendant les prochains mois? Il y aura beaucoup de promesses. Mais sachez que pendant les 4 dernières années de la présidence Martelly, on n'a jamais pu collecter plus de 40 milliards de gouttes. On va vendre à la population des promesses sans exagérer pour plus que 100-200 milliards de gouttes. Et le 8 février, arrivé au palais, le nouveau locataire, on lui dira, voilà ce que la vous patate avez. chaude. Hein? Parce que ça va être une patate chaude. Je dois le dire, sincèrement, parlant de ce qui se passe cette semaine, je crois que les candidats auraient dû avoir beaucoup d'inquiétudes sur cette transition. Parce qu'il y a beaucoup plus de goût en circulation. Ces jours-ci que le dollar, on voit la pression. On le voit, oui. Et qu'est-ce qui arrive? Si on continue à mettre de l'argent en circulation pendant les prochains mois, ce sera un lourd héritage que le nouveau locataire va avoir en à gérer. Et est-ce qu'il pourra gérer ça? S'il y a trop de promesses, eh bien, les déceptions seront exactement à la même... exactement. Il y aura même la même ampleur de déception. Donc il y aura peut-être une lune de miel beaucoup plus courte. Et après cette lune de miel, on dira, vous avez promis l'électricité, vous avez promis les écoles, vous avez promis la santé. Où sont les promesses? Et l'argent n'est pas là. Oui. Et sachez que l'aide, à chaque fois qu'on s'éloigne de 2010, il y a moins d'argent à arriver dans la caisse. Oui, parce que toutes les aides humanitaires, tous ces trucs-là sont finis. Et la mauvaise nouvelle, M. Martelly a bénéficié chaque année de plus de 300 millions de dollars américains de Petro-Caribé. Cette manne, c'est presque fini parce que le Venezuela a ses propres problèmes. Oui. Sachez que le dollar américain est autour de 400 bolivars. Donc le Venezuela a beaucoup de problèmes également. Donc si le nouveau président, après toutes ses promesses, n'arrive pas à collecter Petro-Caribé, n'arrive pas à avoir l'aide internationale, maintenant il faudra mettre la pression fiscale. Comment expliquer aux gens qu'il faudra payer beaucoup plus, ce que les Haïtiens, encore, ceux qui sont dans la population, ne veulent pas le faire, à savoir payer les impôts. Payer ça, ils n'aiment ça, sûrement pas, non, ils n'aiment pas. Ce sera très difficile. On prévoit encore des moments assez difficiles comme ça. Comment ça va être aussi pour la rentrée scolaire? Qu'est-ce qui s'annonce? Bon, n'oubliez pas qu'il va y avoir des élections le 9 août, je crois également à la fin du mois d'octobre. Espérons que l'école va s'ouvrir peut-être en septembre. Donc, on pourra peut-être avoir quelques semaines et prendre une pause électorale. On va respirer quelque peu. Mais ce trimestre, c'est difficile. Le premier trimestre sera difficile. Parce qu'avec les élections présidentielles qui se retrouvent dans cette période-là, vous savez que ce n'est jamais facile pour gérer les élections. En Amérique latine en général, mais Haïti en particulier. S'il y avait un conseil à donner aux Haïtiens, à Monsieur Tout-le-Monde? Et d'abord, il faut se calmer. Il faut comprendre que la démocratie, ce n'est pas facile. Il faut pouvoir accepter certainement celui qui gagne. Celui qui perd, on ne pourra pas tous gagner. Oui, sûrement pas. Il y a peut-être trop de candidats, 70 candidats, c'est beaucoup, 2000 au niveau des législatives. Donc, c'est comment avoir un consensus pour comprendre tant qu'on n'aura pas mis de l'ordre dans cette maison, on aura des choix difficiles à faire, eh bien, il va y avoir une situation extrêmement difficile. Je ne suis pas pessimiste en général. Bon, il faut des fois se rendre à l'évidence. Est-ce qu'on vit maintenant ce dollar à 50 gouttes? Moi, je pense que ça peut continuer. À grimper. À grimper. On peut arriver à 100 gourdes? Bon, c'est difficile pour moi, de par ma position. Si Kester Farrell dit le dollar sera à 100 gourdes demain matin, vous voyez, donc c'est une mauvaise position. Je ne souhaitais pas. Mais il faudra que du côté du gouvernement, dans cette transition, qu'il y ait moins de dépenses, qu'il y ait un meilleur contrôle. Parce que si on continue à dépenser, qu'il y ait ce crée un déficit budgétaire, on était, selon le Fonds monétaire, 8% du produit intérieur brut. Donc si ça continue, la Banque centrale, je dois vous dire, les munitions diminuent de plus en plus. Donc, ils n'ont pas vraiment la possibilité d'arrêter cette... Comprenez bien que la Banque centrale a peut-être une planche à billets. C'est une façon de parler pour faire des gouttes et non pour mettre des dollars en circulation.
Donc, en ce sens, la Banque centrale a déjà utilisé toutes ses armes. En vendant des dollars, en augmentant les taux de réserve obligatoires, d'ailleurs, ce qui a un impact négatif sur l'économie. Parce que lorsqu'on augmente le taux de réserve obligatoire, la banque commerciale passe ça automatiquement au client, que ce soit l'entrepreneur, et les charges financières vont augmenter, il va y avoir moins de personnes à travailler. Donc c'est une situation où la Banque centrale réellement ne peut plus rien faire. Il revient à la politique, il revient au ministère de l'économie et des finances de contrôler. Mais politique et économique, ce n'est pas toujours facile à faire bon ménage. Si on revenait sur cette petite phrase qui a quand même suscité beaucoup comment dire, d'imagination, assez imagée, hein, du gouverneur de la Banque centrale lors du sommet de l'innovation qui disait que nous étions tous dans le même avion. Hein, et que on était, pour ceux qui étaient dans la classe économique, il y a une bombe qui se trouve dans la classe économique et ceux qui sont en première classe ne se préoccupent pas du tout de cela. Est-ce que nous y sommes hein? Bon, comme organisateur du sommet, c'était vraiment la déclaration. C'était la déclaration. Et ça a fait vraiment beaucoup de bruit. Phrase. Ce qu'il voulait dire, c'était une déclaration assez forte, mais qui est tout à fait normale. Qui envoie y réfléchir. Si vous êtes en première classe et qu'il y a une bombe dans l'avion, tout le monde est en danger. Nous sommes dans le même bateau. Donc c'est comment... Parce qu'il y a une donnée qu'il faudra bien comprendre. Le taux, et ce qu'on appelle le coefficient de Gini, à savoir le PIB du pays, à savoir c'est la richesse créée pendant une année, sur une période de 12 mois. Et on trouve ce qu'on appelle la redistribution de la richesse. 20% des personnes les plus riches contrôlent 64% des richesses. Et 20% des personnes les plus pauvres, moins de 2%. Voilà un chiffre qui doit intéresser tout le monde. Et on ne peut pas faire de l'argent dans une telle situation. Lorsque vous avez 6 millions de personnes pauvres, moins de $1 américain, de $2 par jour, vous avez 2,5 millions de personnes extrêmement pauvres, ça veut dire que la base de la pyramide est trop lourde. Donc il faudra qu'il y ait un changement. Comment on peut changer ça? À travers la redistribution de la richesse, l'éducation, investir beaucoup dans l'éducation, particulièrement au niveau des masses populaires. Donner l'opportunité à un jeune pour qu'il puisse faire l'ascenseur social. Au niveau de la pyramide. L'éducation, c'est l'élément fondamental. Je suis un produit de l'éducation. Moi, j'ai vraiment... Oui, c'est une chose que je prône. Moi, je prône l'environnement et l'éducation beaucoup. Et c'est vrai que c'est important. Et le secteur des affaires, les élites de ce pays doivent... C'est ce que voulait faire le gouverneur. Frapper fort, puisque c'était au niveau du Caribé, avec tout ce beau monde. Mais est-ce qu'ils ont vraiment compris? J'espère. Et il faut que l'on prenne conscience. On est en année électorale. Il faut que les politiciens comprennent l'importance d'un budget qui a une meilleure redistribution que ceux qui ont beaucoup plus, seront beaucoup plus imposés. Mais sachez que la fiscalité doit être équitable. Ceux qui sont en bas également doivent payer selon leur capacité de le faire. Donc prendre conscience, nous sommes dans l'avion, ça va éclater. Comment détonner la bombe? C'est les deux parties, ce n'est pas seulement une partie. Donc on doit prendre sa responsabilité. Et ce sera intéressant également pour les gens en première classe, puisque si le pouvoir d'achat est beaucoup plus élevé à la base, vous allez faire beaucoup plus d'argent également. Donc, payer quelqu'un mieux qui travaille avec vous, cette personne peut vous retourner l'argent également. Donc, on a besoin de cette classe moyenne qui manque dans ce pays. C'est le maillon faible. Donc, on peut avoir une élite, on peut avoir la base, mais s'il n'y a pas cette classe moyenne pour acquérir des biens et des services, que ce soit des véhicules, construction... Pour l'économie, ce serait bon pour l'économie du pays. Donc, on va gagner en quelque sorte. Mais avec ces deux parties-là, ces deux extrêmes... Donc, lorsqu'on va tirer, ça va éclater. Ça va casser. Voilà. On ne peut pas aller... Il y a un moment limite. Exactement. Donc, c'est important de le rappeler. Hein. Il ne faut jamais cesser de le faire. Là, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais vraiment, qu'est-ce que vous anticipez? Là j'ai vraiment envie d'avoir une petite boule de cristal pour voir comment ça va se passer. Je ne dirais pas 100 gouttes, certainement. Mais il ne faut pas écarter la possibilité d'avoir $1 à 60 gouttes. C'est possible, avant le départ de M. Martelly. C'est possible. Si ça continue, parce qu'il y a eu, pendant ces dernières semaines, une rareté de billets verts, les banques s'abstiennent de vendre. Donc, si vous demandez de l'argent, donc ça a encore créé des anticipations. Donc, je crois que le ministère de l'économie et des finances, la Banque centrale devrait faire une conférence, dire à la population, voilà ce qui se passe, mettre un plan, présenter au secteur des affaires, au secteur bancaire, pour dire voilà ce qu'on compte faire, pour qu'on puisse voir mieux quand il faut réduire les anticipations. Ce qui se passe là, ce n'est pas un problème structurel, vraiment, c'est un problème conjoncturel des anticipations pessimistes. Donc, qui a une solution? Il y a une solution, en fait. C'est ce qu'il faut retenir. On peut atténuer, mais sachez que ce ne sera pas vraiment la solution. Ça ne va pas résoudre le problème. Il y a une solution quand même à tout. Et maintenant qu'il y ait de bonnes élections, ça c'est important. L'important, ça c'est le numéro 1 de la chose. Et qu'on ait un président qui arrive, qui va travailler avec le Parlement, mettre en place
tous les projets, les propositions de loi qu'on a besoin, faire les réformes. Donc, ça prend du temps, il faut être patient, mais ne pas le faire, ça nous coûtera extrêmement cher. On parle maintenant des objectifs de développement durable 2030, parce qu'il faudra réduire de moitié la pauvreté. C'est ce qu'on va décider en septembre 2015. Haïti va signer. Donc maintenant, si on veut aller vers cette voie, il faudra que nous prenions des décisions qui ne feront pas plaisir. Mais on ne peut pas toujours faire plaisir à tout le monde. Et c'est ça la politique. Mais malheureusement, on a eu dans ce pays trop souvent ce qu'on appelle un populisme droite comme gauche. À savoir, on veut dire, c'est bon, on le fait, on veut satisfaire la population, mais finalement, c'est la population qui va payer les frais à moyen et long terme. On a vu ça pendant les 30 à 40 dernières années dans ce pays. Mais merci beaucoup, Kessner. Moi, de vous remercier et j'espère que je retournerai sur ce plateau avec plaisir. Bien entendu. Pour apporter peut-être de meilleures nouvelles. Absolument. D'accord. Merci à Daphné et compliments. Merci. Dans le culturel, voilà ce qui nous amène à parler donc de la 21e édition de la foire annuelle du livre, Livre en folie. Cette année, l'invité d'honneur est le poète, écrivain, compositeur et dramaturge Cito Cavé. Livre en folie, c'est plus de 125 auteurs en signature. Cette année, à peu près 2 milliers de titres. Les organisateurs sont satisfaits, mais regardons plutôt. Bilan positif et plus que satisfaisant. Et beaucoup de visiteurs, et particulièrement le premier jour, bien entendu, étant donné que c'est un jour férié. L'organisation, je peux donner une très bonne note et il n'y a pas eu de longue file d'attente. Les gens ont pu faire provision des titres qui les intéressaient d'une façon assez rapide, assez célèbre. Les auteurs et écrivains présents ont fait preuve de patience et de bonne volonté. Ils se sont venus pendant les 2 journées, ils se sont mis à la disposition des visiteurs, des lecteurs. Et les maisons d'édition aussi ont respecté leurs engagements. Donc en général, je peux dire que c'est une très belle édition qui annonce des jours meilleurs pour le livre en Haïti. Tu as en signature à peu près 169 auteurs, tu as près de 2000 titres disponibles, sans compter tout l'autre auteur qui vient visiter, qui viennent rencontrer le public, mais qui pas en signature, mais qui viennent dans le livre en folie quand même. Donc, comme moi dis, succès de foule, succès d'auteur aussi, 169, un bilan relativement positif. Dans l'actualité, en bref, la compagnie de téléphonie mobile Natcom et la Banque nationale de crédit ont lancé de concert un nouveau produit appelé l'agent cash. Ce nouveau service permet aux clients sur tout le territoire d'acheter et de payer grâce à leur téléphone portable. Cela permettra aux personnes vivant loin des agglomérations de faire des transactions là où les banques ne sont pas implantées. Et puis, dossier justice, la Cour d'appel de Port-au-Prince a ordonné l'arrestation des ex-députés Rodriguez Séjour et Nzoulaya Jean-Baptiste pour leur implication présumée dans l'affaire de l'assassinat du policier Walkie Calixte, tué le 17 avril 2012. Le juge Jean-Wilner Morin a en effet confirmé l'ordonnance renvoyant les 2 présumés devant le tribunal criminel sans assistance de jury pour y être jugés. Metro News Magazine est terminé. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.